et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 108e épisode de notre podcast et de notre direct sur Clubhouse, le pod.club podcast magazine. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'une question qui a été soulevée tout simplement parce que nous allons avec Étienne, qui est présent ici avec nous, pour le prochain podcast magazine numéro 3, puisque le numéro 2 est déjà en train d'être imprimé dans les presses à Brive-la-Gaillarde, chez l'imprimeur des Corésiens. On va faire dans le numéro 3 un dossier sur la migration, entre autres. Il y aura aussi un dossier sur les lieux où on peut enregistrer des podcasts un peu partout en France, mais la migration est une question et en fait je me posais moi-même cette question, quelles étaient les problématiques qu'on pouvait avoir quand on migre d'une plateforme à une autre? Est-ce que c'est plus facile de certaines plateformes à d'autres? Et donc pour préparer ce dossier, on s'est dit qu'on ferait une room pour en parler avec Étienne et parce que Étienne a aussi migré quelques podcasts auparavant, il s'est aussi un peu renseigné et donc on vient un peu chercher des infos, tous ceux qui ont migré d'une plateforme d'hébergement à une autre. Pourquoi vous l'avez fait, et deux, comment ça s'est passé pour qu'on puisse encore mieux parler dans notre prochain magazine de ce mécanisme qui normalement devrait être transparent, facile, très accessible, compatible d'un côté comme de l'autre et où tout devrait se passer comme un charme. Mais est-ce que c'est le cas ? On va parler de tout ça. On est très content d'accueillir Isabelle Laillé. Isabelle, tu es déjà venue dans des rooms. Et puis, on a fait plein de choses ensemble avec Isabelle. Ouais. Tu es aussi podcasteuse. Tu vas nous expliquer tout ça. Isabelle, je la connais. Je l'ai vue sur France Info, non ? Vas-y, présente-toi, Isabelle. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis journaliste culture sur France Info, la chaîne télé, et puis autrice, conférencière, podcasteuse, artiste, etc. Artiste de la vie, j'aime bien dire ça en fait. Et donc effectivement, j'ai un podcast qui s'appelle Viser la Lune, que j'ai développé en 2020. C'est des interviews d'artistes. Et un petit peu avec le confinement, je suis passée à autre chose. Donc voilà, il y a, je crois, une quinzaine d'épisodes qui sont en ligne. Et comme je reçois encore aujourd'hui, tous les jours des messages, il y a des écoutes tous les jours. Enfin, les messages pas tous les jours, mais j'ai des écoutes tous les jours et des gens qui me disent mais vraiment c'est super, ça m'inspire, etc. Je me suis dit c'est pas parce que j'ai arrêté que je vais le retirer. Donc j'étais chez Ocha. Et Ocha, c'est qu'on ait un podcast actif ou pas actif, on paye 11 € par mois. Donc à un moment, j'ai approché Ocha en leur disant, vous n'auriez pas une solution bis pour les podcasts qui sont là, qu'on veut laisser en ligne, mais qu'on ne renourrit pas. Ils m'ont dit, c'est une excellente idée, mais pour l'instant, non. Je dis, parce que moi, je veux bien payer, mais payer 11 € pour, comme les autres, comme ceux qui alimentent tous les jours. Et à un moment, tu te dis, il y a peut-être une autre option, quoi. Et donc, ils n'en ont pas eu. Et suite à une discussion avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Gaël Châtelain-Berry, qui est un ami, et qui me dit « Mais tu sais, chez Acast, tu peux héberger gratuitement. » Je fais « j'ai contacté Acast et du coup, voilà. » Et du coup, voilà. Alors, on en parlera un peu après, puisque... Ouais. Mais Fred, tu as quand même un billet. Tu vas quand même dire un truc, ou alors on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec tous les gens qui sont déjà dans la room. J'ai coupé ton micro, je te le dis, parce que je t'entendais taper sur ton clavier. Monsieur Brulatour, tu m'entends ou tu m'entends pas? Je suis là. Oui, je suis en train de l'écrire. Mais allons-y. Je suis en train de l'écrire. Énorme. Alors ça, c'est, vous allez voir le Lucky Luke du billet acidulé de Monsieur Brulatour. Énorme. Allez, petit jingle alors. Petit jingle. Allez, petit jingle. Radio House. Alors, est-ce que ça migre un podcast si vous souhaitez déplacer votre
podcasts ou vos podcasts pour le coup d'un hébergeur à un autre, c'est que vraisemblablement vous avez fait le mauvais choix. Vous n'avez pas suffisamment prévu, vous n'avez pas suffisamment pensé, vous n'avez pas suffisamment réfléchi, vous n'avez pas suffisamment anticipé votre cycle de diffusion. Bon, je vous en veux pas, quoi qu'il arrive, si vous passez par un hébergeur, celui-ci ventilera votre épisode donc ou votre série sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Parce que si vous voulez en changer d'hébergeur, c'est que le problème est probablement plus profond. Donc première chose, pas confondre hébergeur et plateforme de diffusion, c'est pas tout à fait la même chose. Alors j'ai regardé ce que veut dire le mot migration sur le Larousse qui est à côté de moi, mon fidèle compagnon. C'est un déplacement volontaire d'individus et de populations d'un pays dans un autre. Il y a une deuxième définition, donc un deuxième sens qui est adapté, vous pouvez le comprendre, au monde animal, un voyage annuel d'une population animale depuis son ère de reproduction jusqu'à une ère d'hivernage. Selon le Larousse toujours. Je ne vous dis pas ça au hasard. Parce qu'il y a aussi un troisième sens et vous allez comprendre que les trois s'imbriquent relativement correctement. Et c'est ici le troisième sens qui nous intéresse, c'est la transformation de données, de programmes ou de logiciels afin de les rendre compatibles avec un environnement informatique. Alors ce qu'il faut retenir dans les deux premières, c'est le mot déplacement et puis dans la troisième définition, dans le troisième sens du mot migration, c'est l'adjectif compatible. Alors, quelle mouche peut piquer, par exemple, un podcasteur ou une podcasteuse pour que celui-ci prenne la décision de changer d'hébergeur? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. Alors, voyons très rapidement quelques raisons que j'ai listées sur le coin de la table. Rapidement, le coût d'abord. L'abonnement est trop cher. La fluidité, ensuite, c'est-à-dire que la mise en ligne ou les opérations de motorisation sur le front ou sur le back-office sont plus ou moins lentes, ces opérations, voire fastidieuses. La mécanique, l'hébergeur est trop souvent en panne, c'est une des raisons pour lesquelles on peut laisser tomber et renvoyer balader un hébergeur. Et puis l'image également qui monte en puissance. L'image, ça veut dire que l'hébergeur n'incarne pas totalement ou tout à fait vos valeurs. Ce sont des valeurs qui peuvent être par exemple philosophiques. Vous n'accordez pas ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que la pensée politique, philosophique, sociologique de votre hébergeur. Ça peut arriver, ça arrive souvent aux États-Unis. Et puis au bout de tout cela, il y a l'arrêt de l'activité liée au podcast qui entraîne donc de facto la rupture de l'abonnement avec l'hébergeur. Alors il y a deux pistes que je vous propose. C'est d'abord réfléchir avant et cliquer après. Alors ça c'est un peu un aphorisme qui est très utilisé ou qui devrait être beaucoup plus utilisé sur le net qu'il ne l'est actuellement. C'est vrai qu'on clique d'abord et on réfléchit après et on se dit merde, j'ai fait une bêtise. Ça arrive souvent sur Internet. Donc, dans le monde du podcast, il faut aussi réfléchir avant et cliquer après. Faut pas hésiter à prendre contact avec l'équipe de Podcast Magazine, par exemple, pour qu'elle vous donne quelques tuyaux ou qu'elle partage son avis sur l'ensemble des hébergeurs actuellement sur le marché français. Ils sont pas nombreux, je vous le dis. On a vite fait le tour, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils sont quand même relativement sympas. Je terminerai, Philippe, par la meilleure des sauvegardes, qui est la sienne, bien entendu, c'est-à-dire le site vitrine dont on a vanté les mérites ces derniers mois régulièrement ici dans cette room. C'est votre première plateforme, c'est votre premier hébergeur. Il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, disait une vieille arrière-grand-mère qui avait tout compris. C'est une sorte de backup personnel. Vous l'entretenez tous les jours, c'est-à-dire que vous y mettez du son, du texte, des images, des bonus, ce que vous voulez. C'est véritablement le quartier général de votre série ou de vos podcasts. Faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Et ce qu'on appelle l'indépendance, c'est une autonomie qui vous permet, même si l'hébergeur décide de fermer ses portes sans vous prévenir, d'avoir toujours un backup qui est réactualisé. Ensuite, Philippe, dans cette room, pour terminer, j'aimerais qu'on mette en avant les différences qui sont quand même fondamentales entre hébergeurs et plateformes d'écoute. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des plateformes qui vous permettent d'écouter un podcast mais qui ne l'hébergent pas. Il y a aussi une multitude d'hébergeurs forcément qui hébergent votre podcast et qui permettent via par exemple un lecteur spécifique de pouvoir l'écouter. Mais il y a aussi une particularité des différences qui sont fondamentales entre hébergeurs et plateformes d'écoute. C'est pas le même cœur de métier. C'est pas non plus les mêmes objectifs, mais on est d'accord pour terminer
que effectivement l'hébergement joue un rôle crucial dans le développement de votre podcast. Plus les services et les outils qui seront mis à votre disposition seront nombreux, fluides, denses et intelligents, plus ça vous encouragera forcément à continuer et à poursuivre dans votre démarche. Eh bien, merci, monsieur Bruy-Latour, pour ce petit Sans billet filet. acidulé, sans filet, Sans filet. et qui nous met un peu dans le vif du sujet. Alors, Isabelle, tu parlais, on va démarrer avec toi et puis on donnera la parole à Jean-Philippe et à Raphaël qui sont parmi nous. Donc, tu as migré récemment. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait au final? Je l'ai fait. Et alors, dis-nous, mais dis-nous vite. Donc j'ai commencé par contacter Acast, justement, j'ai réfléchi avant d'agir, en leur posant plein de questions parce que j'avais peur de perdre le flux, qu'il y a un souci. Donc ils ont répondu à toutes mes questions très gentiment. J'ai donc en fait, je suis allée sur le site, j'ai fait cette demande de migration. De là, ils expliquent vraiment tout ce qu'il faut faire. De là, il faut aller sur l'hébergeur de base, donc Ocha en l'occurrence, pour mettre le nouveau flux RSS. Et là, j'ai cherché partout pendant longtemps, je n'ai jamais rien trouvé. Du coup, j'ai envoyé un mail à Ocha qui m'ont répondu très gentiment, qu'en fait, c'est pas sur le site qu'on fait, mais c'est à eux à le faire directement. Donc, je leur ai transmis le nouveau flux RSS qu'ils ont changé. Donc c'est-à-dire que tu ne pouvais pas, toi, avoir la main parce qu'ils t'ont demandé de mettre Acast a donné un nouveau flux RSS et il fallait que Ocha fasse une manip c'est ça? Voilà, alors il y a certains hébergeurs qui le font, on peut le faire soi-même sur le site directement, mais Ocha non. Mais il faut faire la demande par mail. Et en fait, ils sont hyper gentils, hyper réactifs. Moi, j'aurais dit désolé, vous n'avez pas l'option. Ils m'ont dit mais on comprend. Enfin, ça a été vraiment, ils n'ont pas essayé de gagner de temps ou de me changer quoi que ce soit. Effectivement, il faut faire la demande par mail. Ce que j'ai fait, et ça s'est fait assez rapidement. Et du coup, sur Acast, la migration, je l'ai faite, ça a mis 5 minutes pour que ça soit fini, donc hyper simple. Et puis après, sur Acast, ce qu'il faut faire, c'est aller farfouiller un petit peu partout pour compléter plein de petits endroits où on rajoute des informations pour j'imagine, un meilleur référencement. Alors, il y a aussi un site internet qu'on peut activer, un petit site, une petite page, que j'ai fait aussi. L'URL était tout à fait pourri, plein de chiffres et tout, donc j'ai renvoyé un message à Acast en demandant c'est possible de faire acast.com/viser la lune. Ils me l'ont fait directement. Donc après c'est basique. En revanche, le référencement de ce site est inexistant. Je viens de faire une recherche sur Internet, je ne le trouve pas. Ouais, et je viens de regarder aussi. Je vais faire Viser la Lune, le podcast. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est peut-être passé un peu inaperçu, mais Google Podcast nous a enlevé une fonctionnalité qui était quand même géniale dans le moteur de recherche. C'est qu'ils ont enlevé l'apparition des podcasts quand on cherche un podcast. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette petite manigance de Google qui n'a pas du tout voulu dire pourquoi ils ont fait ça. Avant, vous savez, quand on tapait le nom d'un podcast et qu'on rajoutait podcast après, on avait le player des podcasts qui s'affichait dans le moteur de recherche en 2e ou 3e position. C'est fini. Depuis maintenant quasiment une semaine et demie. Et c'est bien dommage parce qu'on pouvait tout de suite écouter un podcast depuis le moteur de recherche. Alors quand on cherche donc sur Google Viser la Lune podcast, c'est Ocha qui ressort tout de suite. Et quand on clique dessus, donc ça voudrait dire que normalement, les podcasts qui sont chez Ocha là devraient diriger vers Acast si on les écoute. Mais en fait, on peut encore les écouter chez Ocha. Oui, le temps, en fait. Donc là, du coup, j'ai résilié mon abonnement chez Ocha, mais c'est jusqu'à la fin du mois, je pense. Tu vois, je finis ce mois-ci, donc il faudra voir une fois que l'abonnement sera. J'ai pas voulu résilier l'abonnement tant que tout n'était pas nickel, et ça date de 2 jours, quoi. Ouais, d'accord. Donc je pense que c'est lié à ça. Après, Acast, franchement, pour essayer de trouver un truc là-dessus, c'est pas très pratique. Ouais. Enfin, c'est très compliqué même. En revanche, Acast, donc il y avait cette histoire que j'ai mentionnée de ne pas avoir à payer un
un podcast qui est là, qui dort, qui est dispo. Et aussi en me renseignant, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir plusieurs podcasts actifs et inactifs gratuitement. Et Gaël, donc Châtelain-Berry, mon ami qui m'avait parlé d'Acast et qui a les podcasts Happy Love et Happy Work, m'avait dit que plus tard, si je voulais monétiser, Acast serait beaucoup mieux que Ocha pour monétiser. Mais ça, j'ai pas pu vérifier. Oui, pas encore pour le moment. En phase de monétisation. Oui, bien sûr. Non, là, ton objectif, toi, Jean-Philippe posait cette question avant qu'on démarre cette room. Ton objectif, c'était de trouver une solution qui te permette de ne pas avoir à payer pour un podcast que tu ne mets plus à jour. Voilà, ça c'est clair, ça c'est le premier objectif. Mais après, quand ils m'ont dit, tiens, tu peux avoir plusieurs podcasts et c'est gratuit, je me suis dit, tiens, parce que j'ai toujours dans un coin de ma tête, tiens, une idée de prochain podcast peut-être à mettre en place. Et je me suis dit, bah, c'est génial en fait, parce que du coup, tu as tes podcasts gratuitement sur Acast. C'est étonnant d'ailleurs. Du coup, j'imagine qu'il faut débloquer il faut payer pour débloquer certaines fonctions parce qu'ils ont bien un modèle économique. Oui, après c'est payant Acast. Quand tu veux avoir certaines fonctionnalités, Acast devient payant aussi. Mais c'est normal, c'est normal de payer pour un service. Moi, j'étais pas contre le fait de payer sur Ocha, mais pas la même chose que quelqu'un qui pas un abonnement full quoi pour ne rien faire. Ouais, donc là en fait ce que tu attends maintenant c'est les statistiques. Est-ce que tu as regardé, tu as pu récupérer tes statistiques de chat ou tu en as parlé ou c'est un truc qui t'a pas vraiment qui est pas venu à l'esprit parce que si tu changes d'hébergeur, Acast ne pourra pas avoir les statistiques de Ocha. Tout à fait. Alors, ce que j'ai fait avant de partir, j'ai téléchargé tous mes statistiques d'Ocha. Ouais, c'est ça. Comme ça, je les ai. Et puis, voilà. Ouais, et du coup, c'est la seule solution. Acast, ah bah oui, mais oui, après, je suis pas non plus... je les ai téléchargés par principe, mais je suis pas une grande... voilà, je suis pas là-dedans, malheureusement. Peut-être qu'un jour, je ferai attention à ça. Non, mais il faut pas. Cas, voilà. Apparemment, oui. Le mieux, c'est de ne pas faire attention aux chiffres et de faire ça simplement par passion, tu sais. C'est ça le podcast aujourd'hui. En fait. Voilà, c'est exactement ce que je fais. Mais voilà, et alors il faut que je retrouve. J'étais tombée sur Acast, je vais regarder pendant qu'on parle. J'avais vu déjà des statistiques sur mon feed Acast. J'étais tombée là-dessus. Il faut que je regarde ça encore. Ok, donc pour toi, pas trop de problèmes. Les podcasts, l'import, c'est bien fait chez Acast. Ils t'ont mis à jour ta page, avec quand même quelques mails au passage. Donc c'est pas totalement automatisé encore entre les deux applications qui se connaissent très bien. Donc s'ils veulent vraiment faire les choses simples et d'un côté et de l'autre, tout ça, c'est des choses qu'ils peuvent mettre dans l'interface s'ils ont vraiment envie. Mais c'est peut-être pas partir de leur priorité. Franchement, c'est un mail. Ils sont adorables autant Acast que Ocha. Et moi, j'aurais préféré rester chez Ocha parce que c'est français, mais bon, voilà. Enfin, ils sont rapides, ils sont agréables. Enfin, franchement, ça alors, va. J'espère que c'est le cas et je suppose que c'est le cas dans tous les échanges qu'ils peuvent avoir avec, parce qu'ils ont tout intérêt à garder une bonne image quoi qu'il arrive. Après, je pense que peut-être si tu as envoyé un mail avec ton mail France TV, obligatoirement, ça a dû accélérer un certain nombre de choses. Non, j'ai fait mon mail perso. Non, perso. Ah bon, d'accord. Bon, non, très bien. Ah non, mais des fois, tu sais, tu peux avoir des choses beaucoup plus vite, comme ça, tu sais bien. Oui, mais franchement, non. Puis je voulais tenter l'expérience, puisqu'on en avait parlé. Tu vois, Alors moi j'en ai parlé, on va laisser la parole à Jean-Philippe et puis on va accueillir Étienne aussi qui va nous parler un peu de ce qu'on veut faire au niveau de ce dossier et puis peut-être donner quelques exemples aussi Étienne de ton côté. Mais Jean-Philippe, est-ce que tu as toi une expérience par rapport à une migration ou tu n'as jamais pensé à migrer quoi qu'il arrive? Je n'y ai pas pensé parce que tout simplement, je suis satisfait de l'hébergeur que j'ai choisi en suivant ton conseil d'ailleurs. D'accord. Tu es chez qui? Chez Podcastix. Ouais, Podcastix. Podcastix, pardon. Ouais. Qui me donne entière satisfaction. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais avoir de plus ailleurs et pour quel prix, mais en tous les cas, chez Podcastix, j'ai entière satisfaction. Mais je suis très curieux de savoir si je pourrais avoir intérêt éventuellement à changer. C'est surtout d'abord ça qui m'intéresserait. Donc, mais je reste attentif sur
des raisons. Et ce qui a été évoqué par Isabelle, le fait de pouvoir conserver son podcast à coût nul, ben, c'est une bonne raison qui pourrait me motiver pour changer si jamais un de mes podcasts devait être en sommeil. Alors, je vous invite, avant de faire la migration ou de penser à migrer, alors, Isabelle, on en avait parlé, et puis, bon, de toute façon, tu étais décidé à le faire, donc c'est très bien que tu l'aies fait. Je vous invite à regarder le podcast magazine numéro 2 qui sort, puisque Étienne, qui est avec nous et à qui je vais donner la parole maintenant, nous a concocté un dossier hébergeur où on vous dit tout sur les hébergeurs. Et vous allez voir, il y a des hébergeurs qui sont assez surprenants, dont certains qu'on ne connaît pas forcément, qui sont totalement gratuits, et d'autres, bien entendu, qui ont des offres payantes. Donc, et qui dit gratuit ne dit pas forcément pour ça quelque chose de bas de gamme. Au contraire, il y a des solutions qui sont intéressantes et dont on a parlé dans cette espèce de dossier qu'on a fait dans le podcast magazine numéro 2 qui est en impression et que vous pouvez déjà acheter sur le site si le cœur vous en dit, en version papier ou alors en version digitale. Il sera disponible à partir du 15-17 février si tout se passe bien. J'attends des news de l'imprimeur, mais c'est en cours. Je souligne que Arte a une offre gratuite. Exactement, les audioblogs d'Arte qui ont une offre gratuite et qui permettent d'avoir accès à et on en parle justement des audioblogs avec Étienne. Donc Étienne, si tu peux rapidement te présenter et puis nous parler un peu de ce dossier migration qu'on prépare. Et toi, tu as fait quelques tests aussi de migration. Oui, j'ai fait des tests. J'ai fait 3 migrations de podcasts dans ma vie. Donc, pour me présenter, j'ai créé un premier podcast qui s'appelle Micro-Cravate en 2021, que je n'alimente plus, donc que j'ai migré. Je l'ai migré une première fois en cours de réalisation, quand il était encore alimenté. Et puis là, ces jours-ci, je suis en train d'essayer de le remigrer, mais vers mon site internet. Et alors là, c'est un petit peu plus compliqué que de faire une migration d'un hébergeur à un autre. Et donc, il y a deux. Alors, la migration, je vais donner un petit peu les bases, les 2 étapes à suivre pour la migration. Il y a l'import qui se fait à partir du nouvel hébergeur ou à partir du site. De votre site internet. Et puis après, il y a la redirection qui se fait à partir de l'ancien hébergeur. Comme le disait Isabelle tout à l'heure, il faut contacter l'ancien hébergeur pour lui demander de faire la redirection. Donc l'import, c'est récupérer à partir du flux RSS toutes les infos du podcast. Donc ça récupère la description, la vignette et tout ça du podcast de chaque épisode. Ça récupère éventuellement aussi l'audio. Et donc à ce moment-là, il n'y a rien à faire chez le nouvel hébergeur. On indique l'adresse du flux RSS et il importe tout et tout est récupéré. Et la redirection, c'est pour que les plateformes d'écoute puissent savoir qu'il faut aller sur le nouveau flux RSS. C'est la redirection de l'ancien flux RSS vers le nouveau. Et ça se fait sur demande à l'hébergeur, à l'ancien hébergeur. Et à ce moment-là, donc il n'y a rien de plus à faire et les plateformes d'écoute récupèrent quasiment instantanément, sauf Google qui met un petit peu plus de temps, en quelques jours. Ça fait la redirection et parfois... pendant l'étape de transition, on voit en double le podcast sur les plateformes parce que l'ancien flux est encore actif. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce qui m'était arrivé sur ma première migration de podcast. J'étais passé de PodcastX à AudioMints. Et pendant quelques temps, on voyait les épisodes déjà publiés. On les voyait en double et les nouveaux épisodes, on les voyait en une fois parce qu'ils étaient sur le nouveau flux RSS simplement. Alors, il y a un autre écueil dont on n'a pas parlé, c'est que Isabelle, par exemple, ton podcast, s'il y en a certains qui ont
mis le player Ocha sur des articles, sur des sites. On ne sait pas comment ça marche, ça. D'ailleurs, Étienne, tu peux noter ça pour le dossier, Oui, migration. tout à fait, ouais. C'est comment ça se passe quand un player est emmené. Est-ce que le player Ocha gère la redirection depuis ce player? Imaginons que tu vois que j'ai parlé de ton podcast dans un article du pod il y a un an et demi, que j'ai mis le player Ocha et pas le player Apple Podcast, puisque Apple Podcast normalement va se remettre à jour une fois qu'il a l'adresse de redirection. Mais est-ce que chez Ocha, ils vont faire mourir le flux de leur player, ou est-ce que leur player va rediriger? Normalement, à mon avis, il faut mourir le flux parce que le player, il est lié à un fichier interne chez Ocha. Hein. Donc ça, c'est une question qui est intéressante aussi à poser. C'est une excellente question, tout à fait. Là, je suis en train d'essayer de voir. Voilà, là, j'ai trouvé un ancien article. Ah non, là, c'est sur mon site parce que j'ai fait un site. Mais là, c'est toujours Avec- actif en fait. C'est-à-dire ce qu'il Ouais, faudrait ouais, qu'on fasse, on va tester ça. Étienne, il va noter ça et on va tester avec ton podcast Ouais. pour justement vérifier. Je pense qu'on a dû en parler dans un article du pod, ou si tu as un lien où tu as emmené le player d'Ocha, c'est de voir comment est-ce que ça se passe dans quelques semaines quand tu n'auras plus ton abonnement à Ocha et que le player, normalement, parce qu'il ne peut pas afficher le flux RSS d'Acast sur son player, sur son propre player. À mon avis, il est obligé de le détruire. Hein. Bah, C'est en fait, exactement la migration que j'ai fait, je t'en parlerai Ah, après. mais Raphaël est là pour nous sauver. Le voilà. Raphaël est là. Alors écoute, Raphaël, vas-y. Tu as la parole, Raphaël, pour que tu nous donnes un Isabelle peu ton... répondait, je voulais surtout pas lui couper la parole. Vas-y, mais Isabelle. non, pas de souci, mais je vous donnerai la date exacte de fin d'abonnement pour que on puisse tous faire le test. Ouais, Mais super, vas-y, super. c'est tout. Nickel. C'est tout pour moi. Vas-y, Raph, à toi. Bonjour à tous et à toutes. Il y a une petite année, je travaille avec une radio qui voulait faire du replay, se lancer ensuite sur du podcast natif. Donc au moment où la réflexion a eu lieu, et parce qu'il n'y avait pas une offre pléthorique à ce moment-là, en tout cas une méconnaissance de notre part d'une offre pléthorique, on est parti chez Ocha sur leur première proposition d'offre qui était assez abordable, on va dire. À l'époque, ouais, Euh, quand ils avaient avant qu'ils fassent évoluer leurs offres. Ouais, exactement. Et donc on a tout mis là-bas et vraiment comme c'est une radio très sympathique mais avec des gens très peu techniques, ils ont suivi le pas à pas d'Ocha et ils ont rentré les différents podcasts comme Ocha le propose de base. J'insiste là-dessus pour la partie rebondissement au moment de la migration. Tout s'est bien passé, puis à un moment, ils ont commencé à avoir un volume d'émissions important. Donc, Ocha est revenu vers eux, à la fois par rapport à leur grille tarifaire qui évoluait, puis à la fois par rapport au volume. Donc, on les a rencontrés sur le Paris Podcast Festival quand ils avaient un stand. Donc, c'est pas l'édition passée, mais l'édition précédente encore. Ouais. Et on a essayé de négocier avec eux une offre qui était mais complètement surdimensionnée en termes de tarifs par rapport à cette radio associative, aux moyens qu'on pouvait mettre en place. Entre-temps, c'est tombé pile au moment où, sur Clubhouse, tu as fait une room où chaque semaine, tu recevais un hébergeur. Ouais, tout à fait. Et à ce moment-là, tu m'as fait découvrir AudioMeans, qui avait un discours plutôt intéressant, à la fois sur des réflexions assez variées d'accès au podcast, puisqu'ils offraient des propositions, on pouvait avoir du podcast privé ou du podcast accessible qu'à une liste de contacts, etc., etc. Donc je trouvais que c'était intéressant pour la suite des projets qu'on pouvait avoir avec cette radio. Ils se rapprochaient d'une régie, je sais plus, il y avait une régie publicitaire Ouais, ils en qui ont rentrait en plusieurs ligne, qui était maintenant. Énergie, Ouais, ils en ou ont enfin à plusieurs. l'époque, en tout cas, c'était ça. Et puis, ils avaient déjà des radios. Je ne savais pas, mais à l'époque, je crois que c'est eux qui hébergeaient des choses assez importantes, RTL ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, bref. Et ils avaient une offre, encore une fois, sur les prix affichés à l'époque, qui était très abordable parce qu'ils ne réfléchissaient pas en nombre d'épisodes ou en nombre de podcasts, mais en nombre d'audiences simultanées, qui nous allait bien parce qu'on savait qu'on avait beaucoup d'émissions, mais avec des petites audiences. Donc en fait, ça allait très bien. Donc on les a rencontrés, ils nous ont fait une offre intéressante, sauf que AudioMeans est
te prend beaucoup moins la main qu'Ocha au niveau de l'intégration des podcasts, enfin de la création du podcast. Après, sur les épisodes, c'est comme tout le monde, c'est automatique. Mais au niveau de la création du podcast, ils te prennent moins la main parce que leur credo, c'est de dire, vous êtes propriétaire de votre contenu, donc il est impératif que vous soyez à l'origine de la création de votre compte auteur, on va dire, sur chacune des plateformes. Donc, ils ont des pas à pas. Ils t'expliquent, mais en fait, tu dois créer un compte sur chaque plateforme. Et si je me rappelle bien, ils t'envoient un mail, non ? Ils t'envoient un mail avec toutes les procédures à suivre, qui ne sont pas infernales, mais qui sont effectivement moins automatisées que chez Ocha. Mais d'un coup, tu comprends que c'est toi qui es propriétaire du contenu, et donc le propriétaire associé au podcast, bah, c'est bien toi. Sauf que Ocha, pour te faciliter la tâche, c'est pas du tout une roublardise de leur part, c'est vraiment parce qu'à l'époque, c'était un service, on va dire, très grand public. Pour que tu n'aies rien à faire et pour qu'ils puissent revendiquer le podcast sur les plateformes, il est à leur nom. Eh oui. Donc ça veut dire que tous tes épisodes sont identifiés comme appartenant à Ocha, et quand toi tu veux migrer, quand tu lances la procédure de migration, tu dois faire ce qu'ils appellent des claims, c'est-à-dire que tu dois aller sur toutes les plateformes, expliquer qu'il y a un changement de propriétaire, que le propriétaire c'est bien toi, donc donner une adresse mail, etc., etc. Il t'envoie un lien de vérification comme quoi tu es bien derrière le nom que tu as fait, et tu as une petite procédure comme ça à faire sur chaque podcast, pas chaque épisode, mais sur chaque podcast, sachant qu'on avait déjà 40 émissions référencées chez Ocha. Donc quand il a fallu migrer les 40 émissions, il a fallu que sur chaque plateforme, donc Spotify, principalement Spotify, Deezer, Apple, Google, Amazon, je ne sais pas. Alors Apple, je pense que Apple c'est un peu différent parce qu'Apple il t'oblige quand même Ocha à créer ton compte. À créer ton compte, exactement. Apple, c'était celui où il y a eu le moins de problèmes, tu as complètement raison. Il a fallu quand même faire des claims qui sont pas hyper fluides. Sur Spotify, ça va bien. Sur Deezer, c'est un cauchemar. Il faut passer par une appli. Et puis en anglais, en plus. Une appli qui te permet... Ouais, mais bon. Mais c'est surtout c'est qu'une appli. Oui, il y a des Français qui parlent pas anglais. Hein. Tout à fait. Que tu jongles. Donc, où je rejoins Isabelle, les services clients et l'accompagnement de toutes les plateformes que je viens de nommer est extraordinaire. Tu as des humains qui parlent français, qui te connaissent, en tout cas qui donnent l'impression de savoir qui tu es. Ils sont hyper disponibles. À aucun moment, ils cherchent à faire de la rétention ou quoi, ou tu vois, Ocha aurait pu mal le prendre. Ils ont vraiment été dans l'accompagnement. Mais effectivement, ça a été un vrai, c'est pas un parcours de combattant, mais disons que heureusement que cette radio nous avait comme prestataire technique, parce que sans être d'une grande complexité technique, c'est quand même un peu touchy. Pour ce qui est du player, effectivement, en partant chez AudioMeans, j'ai dit à cette radio qui intégrait le player AudioMeans dans chaque article consacré à leurs émissions, parce que ça facilitait les choses, sinon il fallait avoir un player propriétaire qui récupérait le flux RSS, ça a amené d'autres contraintes, et on va dire encore une fois que par rapport à l'équipe, on ne pouvait pas choisir cette contrainte. Donc l'idée c'était, ils envoient le podcast sur AudioMeans, ils copie-collent le player embed, et c'est terminé pour eux, il fallait faire simple. On leur a expliqué qu'ils se maquaient un petit peu avec AudioMeans en faisant ça, parce que le jour où il faudra migrer, ou si un jour il faut migrer, il faudra changer tous les players embed de toutes les pages où ils l'ont mis. Donc tu confirmes. Je confirme que les embeds de Ocha, non mais de toute façon, ils ne peuvent pas fonctionner pour une raison simple. C'est qu'à un moment, si tu migres, c'est que t'es plus client. Si tu n'es plus client, ils te coupent ton abonnement. Oui, il n'y a pas de raison à ce qu'ils te fassent une redirection de ton flux avec leur player. C'est clair. Le code du embed, du player embed, il est... justement, par définition, tu copies-colles un truc qui vient de chez eux. Donc, tu as une partie du code, effectivement, qui est la lecture du RSS. Donc, ils pourraient potentiellement lire le RSS de partout. Mais en tout cas, à l'époque, le reste du code, il était chez eux. Donc, à partir du moment où il est chez eux, ça t'affiche plus les éléments. Ça t'affiche le lien MP3 directement chez l'hébergeur, quoi qu'il arrive. Voilà, ça t'affiche que dalle. Donc, ce qui veut dire que on a plutôt intérêt à mettre un player de genre Apple
qui lui va se mettre à jour quoi qu'il arrive avec le même Oui. le même Faut mieux player. mettre un player d'une des plateformes. D'une des plateformes, parce que lui, il ne fait un changement pas sur son flux qu'il va envoyer Mais à sur ton l'auditeur, mais Ouais, il va lui, c'est faire le le site qu'il a changement, fait. lui, dans ses bases de données. Exactement. Voilà, donc on est bien sur cette problématique de player. C'est quand même super important quand on migre. Attention, si vous avez partagé les players et que vous voulez migrer et que vous avez partagé des players dans beaucoup de sites, chez beaucoup de blogueurs ou chez beaucoup de votre hébergeur principal, eh bien, vous allez avoir des problèmes parce qu'il va falloir, vous allez avoir des liens morts, vous savez, ou comme c'est chez ces vidéos YouTube où la vidéo n'existe plus, il y en a pléthore qui et quand on arrive là-dessus, ben, c'est vrai que c'est bien dommage. Donc, ça veut dire, privilégions Apple Podcast. Isabelle. Après, ça reste des boîtes. Pardon, excuse-moi, vas-y Isabelle. Il y aurait un truc à faire, c'est là je suis tombée sur quelques articles qui renvoyaient, et il y a plusieurs articles qui renvoyaient vers le site internet que j'ai créé moi-même. Eh bien voilà, de Viser mais la Lune. tu réponds à la question Oui, dont mais on quand parle tu crées régulièrement. un site toi-même, alors Oui. c'est super, mais en fait on décale le problème, c'est-à-dire que ton site c'est ton URL, donc effectivement où que tu ailles, les gens peuvent arriver chez toi, mais si tu renvoies, au moment où tu présentes un de tes épisodes, si le lien, tu renvoies sur sur les plateformes, c'est OK, mais si tu embeds dans ton site perso un player qui vient d'un des hébergeurs, tu te retrouves avec le même souci. Oui, alors, sauf que oui. l'adresse, tu vois, moi j'ai MBD effectivement, mais j'ai tous les épisodes en stock, et si jamais il y a un souci, je peux tout retélécharger sur mon site, mais au moins l'URL elle est pérenne. Alors, il y a des solutions. Ça dépend ce qu'on utilise comme plateforme de site internet. Hein. Si vous êtes sur du WordPress, vous avez aussi des plugins, notamment, je pense, qui s'appelle Podcast Importer à vérifier. Hein. C'est ce que j'utilise sur plusieurs WordPress, qui vous permettent en fait de simplement alimenter le flux MP3 et qui va vous télécharger les podcasts et qui va utiliser le player de votre WordPress et qui va pas forcément utiliser si votre ce qu'on appelle, vous savez, les gabarits que vous utilisez pour créer votre site WordPress. Si ce gabarit possède déjà un système de player, si c'est un gabarit qui est fait pour le podcast notamment et qui a déjà un player intégré, en général avec ce petit outil, il va chercher simplement le flux RSS et donc vous n'avez pas à changer de player. Et c'est vrai qu'utiliser des players externes, c'est toujours dangereux. Alors, c'est pas pour faire la pub alors, je vais pas parler de Spotify parce que pour moi, le problème de Spotify, c'est qu'à chaque fois que je vais écouter un épisode d'un podcast sur Spotify, je ne peux pas parce que je ne suis pas identifié et ça me gonfle de m'identifier, donc je vais toujours chez Apple Podcast. Mais c'est vraiment et pourtant il y a plein de gens qui mettent des players de Spotify qu'on ne peut pas écouter parce qu'on n'est pas identifié, donc ça me gonfle. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à plutôt inciter, et nous c'est ce qu'on fait maintenant de plus en plus et même quasiment tout le temps sur Podcast Magazine quand on parle d'un podcast, c'est qu'on va le chercher chez Apple parce qu'on est sûr que le player est accessible, qu'on peut jouer le contenu intégralement, et deux, que s'il y a une migration ou un changement, Apple, normalement, sera le premier informé, même si, vous le lirez dans Podcast Magazine numéro 2, Apple Podcast n'a plus cette exclusivité c'est-à-dire il n'y a plus que Apple Podcast maintenant qui référence les podcasts. Apple Podcast n'a plus la place de numéro 1. Ils sont importants dans l'écosystème du podcast, mais ils ne sont pas. Ils étaient vraiment majoritaires avant. Maintenant, ils ne sont plus majoritaires. Ils font partie. Il y a beaucoup de concurrents qui sont là. C'est qui maintenant? C'est Spotify? Ah ben, il y a pléthore maintenant en fait, il y a tellement de différentes solutions. Alors tu parlais justement entre hébergeur et agrégateur. Un agrégateur, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément héberger votre contenu. Et là, Spotify joue un espèce de double rôle, hein, où vous avez entendu parler de cette situation où Spotify en fait aspirait vos MP3 pour les mettre dans un cache, c'est-à-dire un cache, il est stocké sur ses propres serveurs pour après les mettre à disposition et faire en sorte que les gens puissent les télécharger aussi. Donc Spotify a cette notion-là. Donc ça, Spotify faisait office de agrégateur et un peu hébergeur de son côté aussi, sans vraiment vous le dire. Mais en général, un Spotify, Deezer, Apple Podcast sont des agrégateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont simplement que lister l'ensemble des flux RSS, mais ils ne vont pas les héberger. Là où un Ocha,
Acast, et il y en a d'autres dont on parle dans le magazine. On parlait d'Arte Radio, de l'audioblog, on parlait il y a Vodio aussi qui existe, il y a Castopod, il y a plein d'hébergeurs qui existent, qui vont vous héberger, PodCloud aussi, qui vont héberger vos podcasts, certains gratuitement, d'autres de manière payante ou gratuite comme Acast si vous avez un podcast que vous voulez simplement stocker. Donc là, on a cette problématique de faire en sorte que votre podcast soit vraiment accessible simplement et facilement, quel que soit le player que vous utilisez. Et donc, moi, je conseillerais Apple Podcast, c'est quand même le plus sûr, même s'ils n'ont plus cette... Pour les players WordPress, parce que tu as évoqué deux types, tu as celui où comme tu es propriétaire du MP3 généralement, où tu peux donc lire le MP3 dans un des players WordPress, ou le flux RSS. Si tu lis le flux RSS, quand tu changes d'hébergeur, il faut quand même reparamétrer les flux RSS dans la plupart de tes players. Donc, si c'est un player, si c'est pas un player de type playlist qui récupère tous tes épisodes, et si tu as un player qui lit un épisode par publication, puisque pour le référencement, c'est toujours mieux d'avoir un article par épisode, tu vas te retrouver à devoir changer le flux parfois, selon le plugin utilisé, dans quasiment tous les épisodes que tu as postés. Tout à fait. Et si par contre tu lis le MP3, qui est la solution la plus safe, on va dire, c'est-à-dire le MP3, il est uploadé, il est envoyé dans ton WordPress comme une image, et tu le lis avec le player de WordPress, alors ok, tu es libre de tout. Les deux inconvénients principaux, c'est que, il ne faut pas que tu aies une audience de dingue, parce qu'à ce moment-là, il faut que tu aies un hébergement qui tienne plutôt la route quand même. Et ensuite, tu sors, si c'est très important pour toi, tu sors de toutes les statistiques, puisque ce qui est écouté sur ton site à ce moment-là ne rentre plus dans les statistiques que ton hébergeur va te proposer, puisque tu es hors plateforme. Alors que quand tu utilises leur player, tu peux quand même encore savoir dans tes stats qui a écouté ou pas écouté. Dans la migration sur WordPress, j'en profite, directement sur WordPress, je m'arrache un peu les cheveux depuis quelques jours. J'essaie d'importer mon podcast directement sur WordPress et j'ai pas trouvé de plugin qui fasse l'import complet, c'est-à-dire qui non seulement prennent toutes les métadonnées, mais en plus le fichier MP3. Et chaque plugin que j'ai essayé va chercher directement le MP3 sur l'hébergeur initial. Oui, parce qu'il y a la plupart des plugins WordPress maintenant, comme la plupart des gens utilisent des third parts, donc des systèmes extérieurs, parce qu'ils ont tous des hébergements un peu bas de gamme, il y a quasiment plus de plugins qui te lisent de la vidéo en natif, parce que tu as plutôt des plugins qui vont les lire chez Vimeo, YouTube ou ce type de service. Et pour le son, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est soit du SoundCloud, soit ce genre de choses, parce que héberger 150 épisodes, nous on l'a fait avec la radio dont je te parle, on avait combien, 1 Tera d'émissions sur le serveur. Donc au bout d'un moment, en termes d'hébergement, c'était colossal, et donc on trouvait même quasiment rien pour pouvoir lire autant d'émissions avec un plugin. Il a fallu sur la première version avoir un player natif, et sur la seconde version, comme on est passé sur du WordPress, on n'a rien trouvé, même les thèmes, les templates de radio et les templates premium de plugins, de podcast, ne permettaient pas de faire ce que tu dis. Donc oui, il est très difficile, je comprends, de trouver des plugins qui permettent de tout rapatrier. Alors, Kevin Chaco me dit que c'est vraiment d'actualité parce qu'ils sont passés de Acast à Ocha. Kevin, si tu veux monter pour nous en parler, avec plaisir, parce que c'est ce qui est arrivé. J'en parlais avant de démarrer la room avec Anaïs Roux du podcast Neurosapiens, qui a fait cette migration il y a un certain temps et qui est passée... Alors, elle a fait une migration, en fait, de Ocha vers Acast et ensuite de Acast vers Ocha. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que vous allez me dire, mais à quoi elle joue? Elle s'amuse, c'est pour le fun. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait démarré son podcast d'abord chez Ocha, et puis elle a dit, tiens, je vais essayer de monétiser un peu ou d'utiliser des outils un peu supplémentaires, et donc elle est passée chez Acast. Et une fois qu'elle était chez Acast, elle a signé en fait un contrat avec un label de podcast que je ne connaissais pas d'ailleurs et qu'elle m'a donné, qui s'appelle Lacme Productions, L-A-C-M-E Productions, qui en fait fait un peu comme Orso Média, c'est-à-dire réunit un certain nombre de podcasteurs et les aide à les promouvoir, à trouver des clients, à gérer les choses. Et donc, ils avaient, eux, un accord exclusif avec Ocha. Et donc, elle a fait l'aller-retour. Voilà pourquoi, Raphaël. Elle a fait l'aller-retour, en fait. Elle est partie d'Acast à Ocha parce qu'il y avait un contrat avec son label. Et donc, elle est revenue chez Ocha. Et elle a dit donc, de passer de Ocha à Acast, ça a été d'une simplicité et d'une rapidité. En une journée, tout était fait. Les liens étaient passés. Elle n'a eu aucun problème. Elle me dit, par contre, pour passer de Acast à Ocha, ça a été la croix et la bannière, parce qu'elle a mis à peu près une semaine, voire 2, je pense, à pouvoir faire en sorte de faire cette migration. Ça a été très très compliqué parce que justement, il y avait un certain nombre d'actions qu'elle avait, surtout sur la partie monétisation, en fait. Elle avait actionné la partie monétisation chez Acast, et il y avait des choses qui étaient restées en fait actionnées et qui n'avaient pas été annulées chez Acast, et à partir de là, ça a été très très compliqué pour pouvoir refaire les liens, tout synchroniser, tout récupérer. Donc il y a eu à peu près 15 jours où les épisodes n'étaient plus disponibles, ce qui est quand même un problème quand on en fait son activité principale, ce qui était le cas d'Anaïs à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisqu'en fait et on en parlera dans le podcast magazine numéro 3. Donc je vous dis, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, pour la partie migration, c'est une autre expertise et une autre expérience qui a été menée. Ça ne veut pas dire que c'est toujours compliqué de chez Acast, on n'a rien contre ça, mais ce sont des expériences que je partage pour qu'on puisse justement en parler un peu mieux dans notre prochain magazine. Et donc, Kevin, qui ne peut pas parler, nous dit que la même chose, entre 10 et 12 jours, à les quitter. Donc, il est passé de Acast vers Ocha, et ça a mis 10-15 jours. Donc, tu confirmes la problématique de passer de certaines plateformes à d'autres, et notamment quand il y avait de la monétisation. Alors, Kevin nous dit, parce que nous avions avec Acast un partenariat de base signé, mais pas de valeur ajoutée pour nous, donc on s'est dit, autant se débrouiller seul ailleurs, même s'il y a un abonnement aussi chez Ocha, donc plutôt. Et puis Ocha, alors on en parlait, Isabelle, tout à l'heure, des avantages qu'on peut avoir. C'est vrai que si on compare un Podcastix avec un Ocha, il va y avoir des ajouts. Par exemple, si tu veux créer une newsletter, après, on conseille quand même, depuis toujours, nous, dans nos rooms et dans tout ce qu'on dit, à avoir son propre site web avec sa propre newsletter. Aujourd'hui, il y a des outils, et je vous en donne un qui fonctionne vraiment très bien parce qu'on l'utilise pour Podcast Magazine, et j'en ai cherché très longtemps des outils comme ça sur WordPress qui permettent de pouvoir faire ce que nous on avait à l'époque avec le pod, puisqu'on était chez un hébergeur de site web qui était corse et qui n'a pas fait évoluer ses solutions. Donc on est malheureusement on a été obligé de passer sur WordPress. Enfin, malheureusement, il y a des avantages et des inconvénients. On utilise un plugin qui s'appelle MailPoet, et qui est assez intéressant parce que justement il va chercher les articles sur votre WordPress et il les affiche dans la newsletter et il les met à jour dans chacune de vos newsletters, ce qui est très compliqué à trouver aujourd'hui sur WordPress, et surtout quand vous voulez faire un petit design assez sympa, avoir une newsletter un peu responsive. C'est vrai que c'est pas simple de trouver ce genre de plugin aujourd'hui pour faire des newsletters. On vous conseille quand même de faire votre propre newsletter plutôt que passer chez une newsletter comme celle d'Ocha, mais c'est vrai que ces plateformes, Ocha ou Podcastix, offrent après des solutions de marketing, des solutions, j'ai vu que Ocha, là, ils ont un nouveau Smart Link qui vous permet carrément d'avoir un mini site web où vous mettez tous vos liens, toutes vos informations. Ça, ce sont des choses
que c'est vrai que ça demande un peu de compétences, un peu de temps et peut-être quelques personnes qui peuvent vous accompagner, mais c'est toujours mieux de le faire chez soi, sur son propre site web. Les SmartLinks sont des plugins, il y a des plugins de SmartLinks qui existent. Je pense que Raphaël, tu es un peu expert aussi en la matière sur le WordPress, et on vous conseille quand même si vous le pouvez, si vous avez la capacité, d'utiliser votre propre URL pour toute communication que vous ayez à faire. C'est quand même plus sûr, plus serein. Après, voilà, si vous n'avez pas de compétences, toutes les solutions qu'offre Ocha sont très intéressantes parce que tout est en clé en main, facile à utiliser. Après, Philippe, je pense que c'est vraiment un piège de tout héberger, tu vois, par exemple, faire le site via Ocha et compagnie, parce que du coup, jamais tu pars si tu as tout mis tous tes œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, un site internet, moi j'en ai fait 3-4, franchement, c'est hyper facile à faire. Donc, vaut mieux un site simple, mais qui est à toi, que mets tout sur un hébergeur, et si jamais tu veux partir, ben c'est mort en fait. Ouais, et puis c'est vrai que les WordPress aujourd'hui, tu as des gabarits très simples qui peuvent s'installer assez facilement. Il faut changer simplement un peu les photos et tu arrives à faire des trucs très très sympas, hein. Les WordPress sont quand même très très modernes, les sites WordPress. Et après, dès qu'on fait... WordPress, je le trouve plus compliqué. Moi, j'ai fait avec 3-4 trucs différents, hein, évidemment, ce qui n'est pas très malin, mais ça m'a permis de tester. Je trouve que WordPress, c'est le moins simple. Mais quand on s'y connaît vraiment pas, il y en a qui sont vraiment d'une simplicité redoutable, quoi. Ah oui, c'est Donc, certain. en tout cas, voilà. Et puis il y a des hébergeurs, il y a des fournisseurs d'accès à Internet, même pas des fournisseurs d'accès à Internet, des fournisseurs, genre one-on-one, enfin des hébergeurs de sites web, qui ont même des solutions eux en interne. Moi, par exemple, le site du Paris Radio Show et de la Radio Week, il est fait sur l'outil de one-on-one, qui est un hébergeur de sites web. Qui font des sites, je pense, la première année, c'est 1 € par mois, nom de domaine inclus, et ensuite, ça doit être 10 € par mois. Et vous avez une simplicité pour réaliser un site web, mais ça défie toute logique, hein, parce qu'il y a vraiment rien à y connaître, et même ajouter une boutique en ligne, puisque on a fait pour le Paris Radio Show, et c'est super efficace, hein, et ça marche vraiment très bien. Donc oui, je confirme pour One and One, c'est très très facile. Ah ouais, c'est vraiment très simple. Et encore une fois, on vous envoie pas de lien d'affiliation, on devrait, hein, mais on vous envoie pas de lien d'affiliation. C'est pas pour vendre le truc, mais c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, ça fait des choses assez miraculeuses et de manière assez simple. Après, c'est vrai que vous êtes un peu limité par le nombre de design que vous avez et de choses comme ça. Est-ce qu'on a encore quelques petites... Parce que je vois que j'ai même pas vu qu'il était 14h déjà, c'est passé super vite, et je pensais qu'il était 13h30 et on est déjà à la fin de cette room. Est-ce que dans la room, il y en a d'autres qui veulent rapidement nous donner un peu leur expertise, veulent lever la main pour nous donner un exemple de migration ratée, pas ratée? Alors, on va faire avec Étienne un petit formulaire qu'on va vous mettre sur podcastmagazine.fr. Vous savez qu'on a des actus tous les jours sur podcastmagazine.fr, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter si vous voulez voir justement à quoi ressemble Mail Poète. Abonnez-vous à la newsletter sur podcastmagazine.fr. Et puis, on va vous mettre un petit formulaire pour nous donner un peu justement vos retours d'expérience sur la migration, pour qu'on puisse monter ça avec Étienne pour le prochain magazine et faire en sorte que vous puissiez avoir un maximum d'informations par rapport à tout à toute cette problématique de migration qui, pour certains hébergeurs, va très 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 vite, et pour d'autres est un peu plus compliqué. Donc autant que vous le sachiez avant de faire la migration. Merci Isabelle pour ton témoignage. C'est très gentil d'avoir pris du temps, d'être resté avec nous au moment du repas. Jean-Philippe, merci à toi. J'espère que tu sais maintenant si tu vas migrer ou pas un jour. Et Raphaël, pareil, merci d'avoir participé. Étienne, bon courage pour le dossier migration.
qui est en préparation, même si on ne sait pas encore quand sortira le numéro 3, mais si vous voulez participer d'ailleurs à un podcast magazine, je rappelle, venez sur Cool, c'est cool.podcastmagazine.fr pour participer un peu aux échanges que nous avons avec les podcasteurs qu'on appelle les haut-parleurs, avec les cerveaux qui sont les rédacteurs, rédactrices. Vous pouvez vous aussi devenir rédacteur, rédactrice si vous nous entendez là dans la room ou en replay, puisque les replays, on a une augmentation régulière de l'écoute des replays, à peu près de 20 à 30% chaque semaine. Donc c'est plutôt agréable de savoir que vous nous écoutez. Et puis, comme Raphaël le dit, avoir pris des décisions grâce aux rooms que l'on réalise. Et c'est un peu pour ça qu'on les fait aussi, en plus de passer du bon moment avec vous, bien entendu. Le mot de la fin, Monsieur Brulatour, de quoi allons-nous donc parler la semaine prochaine ? Alors, on parlera d'un événement qui s'appelle le Podcaston, me semble-t-il. Alors, donc, vous en saurez certainement davantage la semaine prochaine, j'imagine. Juste un mot de la fin sur cette room. Il faut privilégier les hébergeurs français. On ne le dira jamais assez. C'est une façon de renvoyer l'ascenseur parce que dans ces hébergeurs français, il y a souvent de jeunes entreprises avec de gros travailleurs à l'intérieur qui imaginent, résolvent, développent, commercialisent des solutions franco-françaises. Donc, les relations clients, ils sont beaucoup plus facilitées qu'avec un hébergeur qui est basé à l'étranger. Et si vous avez pris la décision de verser 9,99 € par mois à un hébergeur, versez-les à un hébergeur français. Le podcast Auton, la semaine prochaine, je ne sais pas quelle est encore une fois cette c'est un téléthon pour le podcast. D'accord. C'est-à-dire que si vous êtes podcasteur, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 février. Et donc, ça sera le 15 février, le dernier jour des inscriptions. Et vous devez... Qu'est-ce qu'on gagne ? En fait, tu gagnes rien. Tu dois parler du podcaston dans ton podcast. Et tu choisis une association à but non lucratif, une ONG ou une association caritative pour que à l'intérieur, tes auditeurs fassent un don pour cette association. C'est pas mal, ça. Au bénéfice, bien sûr, de cette association. Donc, c'est une sorte de téléthon pour accompagner les associations que les podcasteurs choisissent et peuvent mettre à l'honneur dans le cadre de ce podcaston. Donc, une belle initiative dont on va parler. On va connaître un peu les tenants et les aboutissants. Et vous aurez... Qui est à l'origine de cette initiative ? En fait, c'est une association à but non lucratif qui travaille beaucoup sur la philanthropie et qui a organisé ça, qui s'appelle Altruve. Qui est, je pense qu'ils sont au Québec, je pense, mais je suis pas sûr. Je devrais faire un billet avec tout ça. Donc Jérémy Mani, oui, c'est des promesses de dons qui seront faites à ces associations et on espère récolter un maximum d'argent au total et voir combien après, bien sûr, réaliseront ces dons à ces associations. Et pour l'info, on a inscrit Podcast Magazine et on va demander aux Restos du Cœur, on va inscrire les Restos du Cœur pour bien entendu que les dons aillent à l'association des Restos du Cœur qui notamment organise un bel événement radio au Studio École de France. Et on s'est dit que ça serait pourquoi pas aussi de sensibiliser les podcasteurs aux Restos du Cœur. Très bien, parfait, on sera là la semaine prochaine. On sera là la semaine prochaine avec Jérémy Mani qui nous expliquera tout de A à Z sur cette belle opération qui est en préparation et vous avez justement jusqu'au 15 février pour vous inscrire. C'est très simple, vous allez sur Podcaston, il y a même un petit chronomètre à mettre avec un lien sur la page d'accueil de podcastmagazine.fr. Et n'oubliez pas, si vous êtes à Lyon, à Nantes, à Lille, à Marseille ou à Toulouse... ça me dit quelque chose, ça. On part sur un podcast tour, radio tour, et on est à Lyon le 5 et le 6 avril. Donc si vous êtes dans le coin, si vous voulez vous inscrire, tout ça, c'est sur podcastmagazine.fr. Bon après-midi à tous, travaillez bien, merci encore à tous et à toutes. Ciao, jingle. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret.
Donc moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. donc- C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Enfin, D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.